Salut Cédric. Bonjour, bonsoir Mathieu. Viens. Cédric, en 30 secondes, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors là peut-être que je suis un peu voilà, c'est mieux, c'est ça, voilà, avec la tête. Asseyez-vous, En 30 secondes, Cédric Villani, je suis mathématicien, j'ai 38 ans et quelques. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon et directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris, institut qui accueille depuis plus de 80 ans des séminaires, colloques et rencontres de mathématiciens de tout pays et de toute discipline pour que de leurs rencontres et mises en présence jaillissent de nouveaux concepts et de nouvelles idées. Et puis, si je suis ici sur cette scène, c'est aussi certainement à cause de ceci. Voilà, s'il y a un petit zoom qui est possible. La médaille Fields. Médaille Fields attribuée tous les 4 ans à... Merci. Attribuée tous les 4 ans à 2, 3 ou 4 mathématiciens dans le monde. Toujours moins de 40 ans, c'est une des spécificités par rapport au prix Nobel. Ça implique que c'est toujours donné les mathématiciens dans la force de l'âge. Et par rapport à ce qui a été le thème de ce forum, Osons la France, disons que je vais rappeler que sur les 50 et quelques médailles qui ont été attribuées depuis la création, il y en a eu 11 attribuées à des Français. Autrement dit, la France est un pays mathématique. Il y a les vins, il y a le luxe, il y a les pâtisseries, il y a Pierre Hermé, tout ça, et il y a aussi les mathématiciens. Et puis... 30 secondes, on avait dit quand même. Eh ben ouais. Ici, sur la... Je vais asseoir, voilà. Tu vas te taire? Non, mais... bon. Tu vas voir ce que tu vas commencer en douceur. Tu dors. Allez. Comment veux-tu que j'enchaîne avec ça? Moi, j'ai pas eu de... Moi, j'ai eu aucune médaille. J'ai eu un... Si, j'ai eu un crayon de bois, qui est la médaille du designer que je me suis acheté. Donc moi, je suis designer, j'ai à peu près le même âge que toi, un peu plus jeune. Je ne sais pas du tout pourquoi on m'a invité. Je ne sais pas du tout pourquoi on m'a mis sur ce ring avec toi, parce qu'évidemment, j'ai assez peu de chances de l'emporter. Néanmoins, je suis ravi d'être là. Alors, pour la petite histoire, effectivement... Alors oui, raconte l'histoire. Oh, le plaisir est partagé. Alors, bon, moi j'ai découvert le programme et j'ai vu 2 noms que je ne connaissais pas encore très bien. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant qu'ils se rencontrent avant qu'ils s'affrontent sur cette scène ce soir. Alors on s'est retrouvés dans un café à 9h, gare du Nord. Les deux avaient l'air encore un petit peu endormis, moi aussi d'ailleurs. On a commencé à parler, et puis voilà, on a parlé un peu de mathématiques, un peu de design, on ne savait pas trop où ça allait en venir. Mathieu a commencé à parler de ses objets, et puis finalement, Cédric a dit, bah, tiens, c'est marrant, dans les mathématiques, il y a aussi des objets, et puis petit à petit, l'idée d'un battle d'objets, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est ça, est venue, voilà, pendant le café, et ils se sont dit, bah, voilà, on ne va pas plus se parler, mais on va ramener chacun quelques objets, et puis on va essayer de réagir, on va essayer de parler sur les objets qu'a ramené l'autre. Alors, je pense que déjà, on peut, avant de voir les objets, comparer la taille du sac de Mathieu et de la valise de Cédric. Ouais, voilà, bon, déjà. Bon. Mais alors, la taille, c'est pas si important que ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors qui commence par sortir le premier objet? Ouais, j'ai commencé, moi, j'ai sorti celui-là. Ah, alors voilà. Alors, j'ai sorti celui-là. Alors, celui-là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je me méfie beaucoup de cet objet-là, parce que j'évite au maximum, en tout cas, je repousse le plus tard possible le moment où je vais dessiner, parce que je me méfie beaucoup de ce que la main va faire, et je me méfie de ce que la main reproduit finalement de façon un peu automatique, et un peu comme quand on est au téléphone et que la main joue comme ça tout seul. Donc je me méfie un peu de la virtuosité de la main. Donc je dessine le moins possible. D'ailleurs, je t'offre cet objet dont je ne veux absolument plus. Merci, merci. Est-ce que vous voulez offrir votre médaille ? Et non, et je l'ai amené aussi parce qu'il y a une question que je me posais, et peut-être que tu y répondras maintenant ou plus tard, mais
à la fois un designer, s'il dessine un objet, une table, une chaise, un ordinateur ou autre, on est capable en général de savoir qui a dessiné quoi. Et je me posais la question si dans le monde des mathématiques, on était capable de reconnaître finalement une sorte de mode de réflexion, de mode de résolution des problèmes mathématiques. Et est-ce qu'il y aurait un style, est-ce qu'il y aurait une virtuosité où on serait capable de se dire « Oh, ça c'est typiquement du Villani dans son mode de résolution du problème ». Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, je suis vraiment... moi, j'aime beaucoup les crayons, les craies. Ça me fait plaisir. On aime beaucoup Donne-moi ta ça. médaille. On fait un échange standard. On aime beaucoup ça en mathématiques. Et puis l'idée que la main fait partie intégrante de l'intelligence, qu'on va lui confier beaucoup de choses et que c'est dans les brouillons que vont s'élaborer beaucoup des choses. La pensée va directement se projeter sur le brouillon. Et puis le style, c'est vrai. Alors en même temps, il y a un côté universel dans la résolution des problèmes mathématiques et quelque chose des modes de pensée qui se transmettent à travers les siècles de manière extrêmement pérenne. Et en même temps, il y a des styles propres. Et effectivement, on peut reconnaître derrière tel ou tel théorème la patte de tel ou tel. Alors, sur la question de la pérennité des formes de pensée, ça va bien aller avec l'un des objets que j'ai apporté. Regardez ça. Regarde ça, Mathieu. Tu veux que je t'aide? Ah, merci. Tu reconnais ça, bien sûr? Bien sûr, c'est les éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide. Un livre qui a fait école pendant des millénaires. Ici, nous avons, par exemple, le fameux théorème de Pythagore. Je ne sais pas si... Voilà, ici on a une belle édition en couleur, précisément faite pour capter l'essence du raisonnement avec un jeu de couleurs en jaune, en rouge, en bleu, en noir. Et puis, cette édition, les éléments d'Euclide, on se les passait et repassait. C'était un des trésors de l'humanité. La géométrie euclidienne, comme on dit, les triangles, les carrés, tout ça. C'est le livre qui a été le plus édité après la Bible. Plus de 1000 éditions de ce petit bijou qui fait partie des trésors de la pensée humaine. Alors, en mathématiques, c'est un des traits dominants, on va dire. On reconstruit sur ce qui a été pensé par les autres et sans arrêt on renouvelle, mais on construit énormément sur le passé. Des formes extrêmement pérennes. Attends, c'est une battle, je sors un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, moi, je ne suis pas très très fort en mathématiques. Ça, c'est un jouet absolument génial qui s'appelle le Tangle et qui sont que des quarts de cercle comme ça et qui est un jouet pour enfants. Moi, j'ai un fils qui a beaucoup joué avec ça et c'est un objet que j'aime beaucoup parce que c'est un des rares objets abstraits et où finalement, il n'est fait pour ressembler à rien d'autre qu'à une forme qui se déploie dans l'espace. Alors, est-ce que c'est un objet euclidien? Je te laisse le soin d'y répondre. Ah, il est très beau. Celui-là, je ne te l'offre pas. Il est très beau. Si on le regarde comme une surface, c'est pas de la géométrie euclidienne que nous avons. Nous avons ici une géométrie courbée, parfois courbée positivement, parfois courbée négativement. Et puis ici parfois courbé de manière nulle. Alors, tu as fait tout de suite la transition entre précisément la géométrie euclidienne, géométrie plane telle qu'on l'apprend à l'école, et puis tout ce qui se passe quand on fait des problèmes de géométrie courbée précisément, la fameuse notion de courbure qui vient tout changer. Il y a une citation de Léo Ferré dans une de ses chansons dit « Il faut jeter Euclide dans une poubelle ». Alors, on connaît ses penchants un peu anarchistes, il y allait fort. Mais effectivement, il y a un jour où on s'est aperçu qu'il y avait une géométrie non euclidienne extrêmement riche, une géométrie courbée avec beaucoup de choses à faire derrière. Alors, ça va être la transition, géométrie non euclidienne. Je vais sortir un petit objet magique. Mais qu'est-ce que c'est, Cédric? Ah. Mais quel est cet objet très étrange? Oh, il y va fort, il met 2 objets. Ici, la surface de Kuhn. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici de cette surface géométriquement parlant? En chaque point, si vous regardez, si vous arrivez à voir, en chaque point, cette surface, elle a la géométrie un peu comme une selle de cheval. Hein? Ici, par exemple, imaginons que là, oui, ça ressemble un peu à une selle. Vous
Vous avez de part et d'autre là ce qui va vous retenir si vous êtes assis ici, et puis ici, ce qui va vous permettre de passer les jambes de part et d'autre. Géométrie de la même sorte que la selle de cheval, en chaque point, c'est ce qu'on appelle une géométrie hyperbolique, géométrie à courbure négative. C'est une des découvertes majeures du 19e siècle qu'on peut construire de telles géométries précisément, des géométries non euclidiennes qui sont courbées non pas comme la sphère, mais à l'inverse de la sphère, courbées négativement. Ça faisait partie d'une révolution. On a hésité pendant longtemps à penser que de tels objets existent. Et regardez ici, cet objet, il existe, mais il y a une tranche ici, une singularité, comme on dit, quelque chose qui est coupant, qui est tranchant, et on peut montrer qu'elle est obligatoire. Pour qu'un tel objet puisse se présenter, il faut faire ces singularités. Alors, cet objet, en un sens, ces objets ils personnifient l'existence de cette géométrie non euclidienne, développée à partir de Riemann au XIXe siècle, et géométrie qui, plus tard, s'est révélée avoir des applications considérables. Elle est à la base de la relativité générale, par exemple. Vous vous en servez tous les jours, sans vous en rendre compte quand vous utilisez votre GPS. Derrière le GPS, il y a des corrections liées à la relativité générale. Derrière les corrections liées à la relativité générale, il y a la courbure. Ah, ça, c'est beau. Alors, je voudrais poser la question que tout le monde se pose ici. Est-ce que ton cerveau est réellement comme le mien et comme celui des gens qui sont ici? En fait, cet objet-là, c'est un corail cerveau. C'est un objet que j'aime beaucoup. C'est un corail donc, qui vient du fond des mers, qui ressemble à s'y méprendre aux méandres du cerveau, et qui un peu à l'image du cerveau, et sur cet entre-deux, entre à la fois un organisme qui se développe, et il n'y a pas beaucoup plus malléable que le cerveau. Heureusement qu'il est malléable, parce que comme ça on garde espoir, finalement, qu'il vienne un jour comme le tien. Comme le tien, mon cher Mathieu. Ou pas. Et puis d'un seul coup aussi, c'est un objet lorsqu'il meurt qui se fossilise et qui devient évidemment une sorte de pierre un peu lourde. Et comme disait Jésus, sur cette pierre je bâtirai ton cerveau. Je ne connaissais pas cette citation. Moi non plus. Il est beau. Il est beau. Alors, ce qui est sûr, là, tu fais une super transition aussi avec l'un de mes objets, c'est qu'il y a énormément d'inspiration mathématique qu'on peut trouver derrière l'étude du monde vivant, énormément derrière les choses vivantes, énormément de mathématiques à construire, d'inspiration mathématique à trouver, et puis aussi de mathématiques pour étudier. Alors là, ça fait une très belle transition d'ailleurs avec certains des ouvrages que j'avais apportés, qui, je suis sûr, éveilleront quelque chose en toi. L'ouvrage de Darcy Thompson, Forme et croissance, un peu la Bible de ceux qui aiment bien voir des mathématiques dans le monde vivant. Mathieu, tu deviens de plus en plus pâle, j'ai l'impression. Hein? Tu deviens de plus en plus pâle, j'ai l'impression. Tu dis qu'est-ce qui devient de plus en plus pâle? Et puis ça... Ah, parce que c'est marrant, parce que moi j'ai pris... Ah voilà, une belle convergence. C'est pas beau ça, hein? C'est pas... on n'est pas préparé. Hein. Sans préparation. Toi, c'est lequel? À Réforme dans la nature et moi dans l'océan. À Réforme dans l'océan. Eh bien voilà, tous les deux on a des références communes. Regardez comme c'est beau. Moi, la transition, elle est toute trouvée. Ah, ça c'est beau. Voilà, une partie de l'appareil digestif. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle on se retrouve ici invités ensemble. Moi, je me sers entre autres de choses comme ça, même si je n'y connais absolument rien, ni en biologie, ni en physiologie, encore moins en mathématiques, pour finalement arriver à comprendre de façon la plus fine possible, la plus attentive possible, la moins préalablement considérée possible, l'être humain. Et savoir effectivement comment il fonctionne réellement. Et en l'occurrence, on fonctionne tous à peu près comme ça. Et comment finalement on peut essayer, designer, mathématicien ou autre, d'être au plus proche de ce que nous sommes réellement, dans nos pulsions, dans nos désirs, dans nos façons de nous comporter, dans nos croyances, dans nos superstitions, et jusqu'à notre physiologie la plus élémentaire. Alors, physiologie, je pense, c'est fondamental, effectivement. Et puis, l'être humain ou les êtres vivants, on peut les aborder avec toutes sortes de niveaux de compréhension. Il y a le niveau abstrait, il y a le niveau concret. Oh là là, je ne pouvais pas laisser passer ça. La transition était magnifique.
tu connais ça? Ouais, bien sûr. Le Power of 10 des IMSS qui est ce zoom, dézoom absolument hallucinant entre, et tous les liens qu'il y a entre l'infiniment petit qui nous constitue, la cellule, jusqu'à l'univers le plus gigantesque. Alors attendez, jusqu'à ça c'est pas intéressant, mais voilà. Donc là on est dans la cellule. On grandit, on sort, on est à la surface de la peau, on a déjà passé l'appareil digestif, et puis on dézoome, et au niveau de la peau, et puis une petite sieste sur la prairie, et puis on dézoome, et puis on prend de la hauteur, et puis on Google Maps, et puis on dézoome, et puis on dézoome, et puis on dézoome, et puis on dézoome, et puis on dézoome. C'est totalement vertigineux et parfaitement angoissant. Extrêmement angoissant. Et on retrouve finalement d'autres formes de cellules finalement assez ressemblantes, même si elles sont beaucoup plus gigantesques. Les puissances de 10. C'est apostrophe un peu ce soir. Un petit peu. Ouais, les puissances de 10, eh ben ça va me faire la transition avec mon sujet de recherche. Le sujet sur lequel j'ai planché pendant longtemps, dans la suite de ma thèse, c'est l'étude statistique des gaz et des plasmas. Vous prenez un gaz, prenez l'atmosphère autour de nous qui nous entoure, on arrive au bout du temps. Il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute, bon, c'est très bien. Sors ce que tu as. Alors, prenez l'atmosphère autour de nous qui nous entoure et c'est fait de milliards de particules qui passent leur temps à s'entrechoquer dans tous les sens, à se cogner dans un chaos indescriptible et pourtant on aimerait bien en tirer les lois statistiques, les lois qui gouvernent cette évolution. Et en particulier, j'ai travaillé sur la notion d'entropie qui va derrière ça, la notion qui modélise le désordre dans un système et la façon dont ce désordre ne peut qu'augmenter spontanément et dont un gaz tente à occuper l'état le plus désordonné possible, comme les petits élèves dans une classe d'école maternelle, dans la lignée de Ludwig Boltzmann. Alors voici une photo que j'aime beaucoup, c'est moi sur on a un beau zoom, ouais. Moi sur la tombe de Boltzmann, alors encore on retrouve la question de l'inspiration avec les anciens, et notez ici la belle formule de l'entropie, S égale K log W, formule magique qui est un peu le sésame dans cette question de comprendre les propriétés de ces gaz qui sont faits de milliards de particules. Et puis là, le gros livre... Oh non, t'en as déjà fait un et pas deux d'affilée, t'es fou toi. Attends, je profite. Pas le droit, ça, il reste 1 minute, tu mets 2. Il reste plus 1 minute, mais Je profitais de ce que tu étais occupé à autre chose pour passer sortir en douce. Non, parce que tu parles de l'augmentation généralisée, mais est-ce que tu as parlé de l'augmentation généralisée des êtres humains? Ah, ça, c'est la pyramide des âges du Royaume-Uni. Il y en a près de 200 comme ça, et qui est d'un seul coup la lecture à l'échelle de l'objet. Donc ça, c'est une petite maquette. Hein. Normalement, on les fait en plus gros, mais qui d'un seul coup vous restitue comme un objet compréhensible, alors tactile. Là, on touche les guerres et les baby-booms. Exactement, tu touches les guerres et les baby-booms. Là celui-là, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est les gens qui avaient effectivement 20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis juste après, les baby-booms qui se déclenchent. Donc tout se dilate, et la principale chose qui se dilate, c'est peut-être la population humaine. À une vitesse vertigineuse. Ouais, bon, je crois qu'on est ici, on a vu qu'on a tellement de points communs sur la question de l'inspiration qui vient du monde extérieur, aussi bien dans le design, dans l'art que dans la mathématique. On a donc eu la chance d'avoir pour ce premier duo. Merci. Cédric Villani, l'un des plus grands mathématiciens français. Mathieu Léaner, l'un des plus grands designers français aujourd'hui. Merci beaucoup, vous nous avez fait beaucoup rire. Et merci pour cette présentation et pour cette mise en scène.